La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma grand-mère a laissé derrière elle des secrets vraiment sombres. Je ne sais pas par où commencer, si ce n'est pour dire que ma grand-mère, paix à son âme, n'a jamais été un mystère pour moi. Elle était un livre ouvert pour nous tous, surtout pour ma mère, et nous procurait un sentiment de sécurité et de réconfort dans les moments vraiment difficiles. L'accident de voiture de ma mère et le coma qui a suivi. Mes difficultés scolaires, la toxicomanie de mon frère. Et elle le faisait toujours avec le sourire, en nous disant « Tout ira bien mon chéri, tu verras ». Et tout finissait toujours par s'arranger pour nous, toujours. L'homme qui avait causé l'accident de voiture de ma mère a non seulement dû payer les frais d'hospitalisation, mais il a également dû lui verser des dommages et intérêts lorsqu'elle l'a poursuivi en justice. Une somme considérable qu'un homme de son rang pouvait largement se permettre. Après quelques cours particuliers avec ma grand-mère, j'ai commencé à exceller à l'école, et j'ai fini par être major de ma promotion. Mon frère n'a jamais fait d'overdose, mais a préféré entrer en cure de désintoxication après une brève conversation avec ma grand-mère et la famille. Chaque fois que nous annoncions une bonne nouvelle à ma grand-mère, elle souriait et hochait la tête en nous disant « Vous voyez, je vous avais dit que tout irait bien. » Puis elle nous donnait des biscuits ou nous préparait un délicieux repas. Pendant le repas, elle nous racontait des anecdotes sur ses propres erreurs de jeunesse, comme cette fois où, à 13 ans, elle s'était échappée de la maison pour fumer une cigarette avec le garçon d'à côté, et où elle avait fini par être malade. Elle nous donnait aussi des leçons tirées de sa vie d'adulte, divorcée 2 fois, avant de finalement rencontrer et d'épouser mon grand-père à l'âge de 26 ans, puis de donner naissance à 8 enfants. Elle n'hésitait jamais à souligner ses défauts et ce qu'elle avait appris de ses expériences, tant à la maison qu'au travail, puisqu'elle a été enseignante jusqu'à sa retraite à 72 ans. Je pouvais toujours aller voir ma grand-mère et lui parler de tout, même si j'ai une relation très forte avec ma mère, mes sœurs et mes frères. Elle m'écoutait sans m'interrompre, puis me demandait ce que je ressentais face à la situation ou au problème, avant de me demander si je souhaitais connaître son avis. Elle ne me jugeait jamais, elle ne me poussait jamais à faire quoi que ce soit, et elle veillait toujours à ce que je me sente mieux par rapport à la situation qu'avant de lui parler. Tout cela pour dire qu'elle est décédée la semaine dernière. Je sais, ça ressemble un peu à un éloge funèbre, mais je vous promets que ce n'en est pas un. Si je peux affirmer ça, c'est parce que, disons, tout ce qui entoure son décès et les événements qui ont mené à cet article pour vous a été très étrange. Étrange et très sombre. Ma grand-mère ne vivait pas sur le continent américain. Elle vivait à Porto Rico, dans la même maison que les parents de mon grand-père lui avaient offerte à leur mariage. Toute ma famille est dispersée à travers les États-Unis, car nous sommes tous adultes maintenant, et mes parents ont décidé de retourner dans l'Est. Quand j'ai reçu l'appel m'annonçant le décès de ma grand-mère, ma mère, qui m'a téléphoné pour me le dire, et moi, avons tous les deux supposé que c'était dû à son âge. Elle avait près de 100 ans, et bien qu'elle fût en bonne santé, on peut supposer qu'il ne reste plus beaucoup de temps quand on approche les 100 ans, vous voyez ? Mais ce n'était pas le cas. J'ai appris plus tard que ma grand-mère n'était pas décédée chez elle, mais dans l'église au bout de la rue. L'église est ouverte au culte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et depuis l'ouragan Maria. Elle est en quelque sorte devenue un refuge pour la communauté. Elle y passait beaucoup de temps,
ce que ma mère appréciait car la communauté veillait toujours sur elle. Et elle n'est pas morte de vieillesse. Le curé de l'église m'a dit qu'elle allait parfaitement bien lorsqu'il l'avait aperçue à 11 heures, seule autre personne présente dans l'église à ce moment-là. Il lui avait même adressé la parole avant de faire une petite course qui lui avait pris moins de 10 minutes. À son retour, ma grand-mère gisait face contre terre sur le banc où elle était assise, serrant une Bible dans une main et un chapelet noir dans l'autre. Lorsque le curé la retournait, ses yeux étaient ouverts et un léger sourire se dessinait sur son visage. C'est effrayant, n'est-ce pas ? Une vieille femme qui décède dans une église avec un sourire sur le visage. Ça me donne des frissons chaque fois que j'y repense. Mais ça devient encore plus étrange. Ma mère a tenu bon pendant la neuvaine, ces 9 nuits de deuil que notre famille observe lors du décès de proches et d'êtres chers. Mais elle ne supportait tout simplement pas l'idée de vider la maison où sa mère avait passé la majeure partie de sa vie, 70 ans. Trop de souvenirs. Elle a donc envoyé ma sœur Ava et moi. Je ne vais pas raconter le trajet jusqu'à Lille, car c'était ennuyeux jusqu'à ce que nous arrivions. Nous sommes allés directement de l'aéroport à la maison de notre grand-mère, qui était restée intacte, à l'exception du mémorial que la communauté avait laissé à l'extérieur. Puis nous nous sommes mis au travail pour nettoyer la maison. Nous avons commencé par la cuisine, qui est petite et où l'on tient à peine à deux. C'est pratiquement un couloir. On peut se tenir au milieu de la cuisine, tendre les 2 bras et toucher les 2 plans de travail. C'est là que nous avons trouvé la première chose étrange. Au fond d'un placard, sous le plan de travail, nous avons trouvé une vieille boîte à chaussures remplie de plumes. Pas si bizarre que ça, vous dites ? Mais voilà. Elles étaient toutes éclaboussées de sang et attachées par des ficelles rouges ou noires. Il semblait aussi y avoir quelque chose d'écrit sur les plumes, mais le temps les avait si bien effacées que nous n'avons pas pu déchiffrer ce qui était écrit. J'ai trouvé ça bizarre, mais Ava, ma sœur, Ava était extrêmement perturbée. Je vais m'arrêter ici pour préciser quelque chose. Ava et moi avons toujours été proches, mais nos points de vue sur la religion, la foi et la spiritualité divergent assez fortement. Alors que je suis agnostique, elle est païenne dans ses convictions. Je trouve fascinant qu'elle ait consacré toute sa vie à l'étude de l'ésotérisme et de l'occulte. Elle a même un master en sémiotique et elle est chercheuse dans ce domaine à son université. Ava m'a dit que cela ressemblait à de la magie populaire, ce que j'ai balayé d'un revers de main. Ma grand-mère était une catholique fervente. Elle l'avait été toute sa vie. Bien qu'elle n'ait jamais fait de discrimination envers aucune religion ou croyance, elle n'était pas du genre à parler de la magie populaire. J'ai changé d'avis quand j'ai trouvé les livres. Ava et moi étions déjà allés plusieurs fois dans la chambre de notre grand-mère. Lors de nos séjours estivaux, nous y campions pour regarder des films sur son petit téléviseur à tube cathodique et grignoter les collations de minuit. Elle regardait des films d'horreur avec nous. Elle s'occupait bien de nous. Je n'avais jamais rien vu d'étrange. C'est en rangeant son placard que nous l'avons trouvée. Une autre boîte. Celle-ci était ancienne, en bois massif avec des ferrures en laiton. Elle était grande aussi, presque aussi grande qu'un coffre. Et elle était enfouie dans une commode qui se trouvait dans son placard. Nous avons tous les deux trouvé qu'elle était vraiment lourde, et quand nous l'avons ouverte, nous avons compris pourquoi. Il y avait 2 gros livres, apparemment faits à la main, empilés l'un sur l'autre. Rien ne permettait de deviner de quoi parlaient ces livres, rien qu'en les regardant. L'un était noir, l'autre rouge. Tous 2 arboraient un symbole en feuilles d'or sur le dos. Mais à part cela, ce n'étaient que des livres reliés en cuir. J'ai ouvert le premier, et j'ai découvert que la première page était consacrée à un nom que je n'avais jamais vu auparavant. Ava, elle, l'a reconnu. Mais elle m'a interdit de prononcer ce nom à voix haute ou même de l'écrire. Je me contenterai donc de dire que ce nom était quelque chose qui commençait par Ma et qui finissait par Ria. Sa réaction initiale en voyant ce nom m'a fait franchement sursauter.
Mais Ryan m'avait préparé à la voir prendre le livre, le feuilleter, prendre un air choqué puis me dire « C'est grave, c'est vraiment grave ». Je repris le livre et le feuilletai. Je ne comprenais rien à ce qui était écrit. Pour moi, cela ressemblait simplement à des gribouillis et à des symboles. Les dessins qui accompagnaient la plupart des pages avaient un peu plus de sens, mais ils étaient inquiétants. Il y avait des images d'animaux décapités, des portraits de personnes avec un grand X sur le visage ou des gribouillis sur les yeux, le nez ou la bouche. Il y avait des plantes étranges et des symboles. Anna m'a expliqué que c'était des sigils et pas des symboles, quand je lui ai posé la question. Elle m'a aussi indiqué que le livre noir était un grimoire. Il servait à consigner des sorts et leurs résultats, ainsi que d'autres informations, dans cette forme particulière de magie populaire. C'est vraiment bizarre, a dit Ava en feuilletant le livre. Ce genre de magie n'est généralement pas pratiqué dans la région. Je me demandais où elle l'avait appris. Il m'a fallu une seconde pour réaliser qu'elle était en train de dire que notre grand-mère, institutrice et pilier de notre famille, était une occultiste pratiquante. J'avais envie de rire, mais je n'y arrivais pas. Ça aurait sonné creux venant de ma gorge, car je commençais à réaliser que notre gentille grand-mère n'était pas si gentille que ça après tout. Et le livre rouge, c'était un journal. Mince, j'aurais vraiment préféré ne jamais y avoir jeté un œil. Je suis sérieux, je fais des cauchemars à ce sujet depuis que j'en ai lu des passages. Dans ces rêves, je ne vois que les mots sur la page, accompagnés de la voix de ma grand-mère et d'images montrant comment elle a pu faire ce qu'elle a fait. Le livre rouge, donc, était un journal dans lequel ma grand-mère racontait comment elle avait décidé d'utiliser ses pratiques magiques pour influencer nos vies. Et je ne parle pas dans le bon sens du terme. Vous vous souvenez quand j'ai dit que ma grand-mère ne me mettrait jamais la pression sur quoi que ce soit? Eh bien, ce n'est pas vrai. Apparemment, elle a utilisé la magie non seulement pour influencer mes professeurs afin qu'ils soient plus indulgents avec mes notes jusqu'à ce que je prenne le contrôle de mes études, mais elle a aussi influencé ce que j'ai étudié plus tard à l'université. L'université où je suis allé. Et elle a même choisi ma fiancée pour moi, en fonction de ce qu'elle voulait que j'accomplisse. Elle avait même accompli une sorte de rituel d'exorcisme pour se débarrasser de mon ancienne petite amie, que j'ai pleuré pendant 1 an, parce qu'elle est morte dans un accident bizarre le jour où, comme je l'ai appris par ses parents, j'allais la demander en mariage. Et elle a fait ça à chacun des membres de ma famille. Tout cela a été consigné dans le journal, dont nous avons découvert plus tard qu'il était le dernier d'une série de plus de 30 ouvrages. Nous les avons trouvés cachés dans le garage, dans un grand trou sous un carreau mal fixé. Les archives remontaient à son adolescence, les actes qu'elle avait commis, tant par la magie que de son propre chef, étaient effrayants. Les personnes qu'elle avait neutralisées, les événements qu'elle avait déclenchés pour punir autrui, et le plus troublant, la manière dont elle avait réussi à se débarrasser de ses 2 premiers maris, et plus tard, de mon propre grand-père. Je ne sais toujours pas exactement ce que le journal entend par là, mais apparemment, elle les a sacrifiés à Maria, l'entité à laquelle le grimoire était dédié. Elle avait enfin trouvé un partenaire acceptable en la personne de mon grand-père. Mais lorsqu'il a découvert ses pratiques, alors qu'ils avaient tous les deux plus de 70 ans, elle l'a sacrifié lui aussi. La mort de mon grand-père a été soudaine, inattendue et étrange. Les médecins ne comprenaient pas pourquoi un homme en pleine forme, septuagénaire, qui courait encore régulièrement, suivait un régime végétarien et ne buvait pas, ne fumait pas, avait précipité sa voiture de location dans un port en plein jour sans tenter de s'échapper. Ils ont retrouvé son corps dans la voiture, toujours attaché, les mains sur le volant, les yeux grands ouverts et un air de confusion sur le visage. Il n'avait fait aucune tentative pour se faire sauver par les personnes qui s'étaient précipitées pour l'aider, ayant verrouillé les portes,
une chose inhabituelle chez lui, et avant de plonger dans le port, il s'est simplement laissé mourir. Nous avons lu tous les journaux intimes ce jour-là, et jusque tard dans la nuit. Nous lisions chacun un journal, puis nous les échangions, remontant ainsi le fil de la vie de notre grand-mère. Il y a tant de choses dans ces journaux, bien trop pour vous raconter ici maintenant. Une chose est sûre, si ces journaux sont authentiques et que ma grand-mère n'était pas sénile, alors elle avait causé tant de mal et de chagrin au cours de sa vie que cela briserait le cœur de notre mère. Elle avait aussi perdu d'anciens petits amis, voire des enfants. Et ces événements figuraient malheureusement aussi dans le livre. Lui en parler risquait de la plonger dans une profonde dépression. Ava et moi avons donc élaboré un plan. Ava emporterait les livres, les plumes et les autres objets étranges que nous avions trouvés dans la maison. Le jardin en particulier recelait de nombreux secrets répugnants, afin de pouvoir mener des recherches plus approfondies. Je l'aiderai à vider le reste de la maison, à jeter ce qui n'était pas nécessaire, à trier tout ce que nous allions rapporter à notre mère, et à ne jamais, au grand jamais, mentionner ce que nous avons trouvé. Ce qui me trouble le plus, c'est ceci. Ma grand-mère a entamé une sorte de rituel le jour de son décès. C'était la dernière entrée consignée, et elle décrivait se rendre au repère de l'ennemi pour accomplir le rituel. Il est également indiqué que son héritier reprendrait le flambeau de cette œuvre et la mènerait à bien. Mais aucun héritier ou aucune héritière n'a été désigné. Ma mère a 4 sœurs et 3 frères. Je suppose donc que cela aurait pu être n'importe lequel d'entre eux. Cependant, notre mère est l'aînée. Il serait donc logique que ce soit elle. Jusqu'à ce qu'Ava fasse remarquer autre chose. Notre grand-mère avait donné à chaque membre de sa lignée, y compris notre famille, de petits symboles. Ceux-ci apparaissaient dans le grimoire et les journaux, indiquant quel membre de la famille était visé ou bénéficiait d'un sortilège pour l'aider. Mon symbole figurait au-dessus du mot « héritier » dans le journal. Cela fait 1 semaine que nous avons quitté Porto Rico, et ma sœur n'arrête pas de me dire de ne pas m'inquiéter. Pourtant, quand elle dit ça, je sais qu'elle ment. Elle s'inquiète, et moi aussi. Car la nuit, juste avant de m'endormir au son de ma fiancée jouant aux jeux vidéo dans le salon, je vois ma grand-mère debout au pied de mon lit, qui me sourit. Derrière elle se tient une femme grande et élancée. Son bras gauche autour de la taille de ma grand-mère et sa main droite m'invitant à la rejoindre.